Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à vous pour votre intérêt grandissant pour les publications de nourh.com. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo intitulée Buzz Info RHFPT de vous commenter les principales actualités de ce début d'année qui peuvent vous porter peut-être intérêt dans le quotidien, je l'espère, des missions RH qui sont les vôtres. Ici, dans cette vidéo, je vous donne l'essentiel de l'info. Et n'oubliez pas que dans notre e-communauté RHFPT, nourh.com, dont le lien vous est d'accès, vous est indiqué avec la vidéo, je vous donne également toutes les clés opérationnelles, les risques et les décisions à prendre. Alors tout d'abord, je souhaitais attirer votre attention sur le récent tract qu'ont publié l'ensemble des organisations syndicales au niveau national, tract qui concerne la réforme du temps partiel thérapeutique dans la fonction publique que les partenaires sociaux jugent inacceptable. Donc ce tract, il est daté du 20 mars 2026 et en fait son objet c'est d'alerter sur une réforme en préparation qui pourrait profondément fragiliser le dispositif du temps partiel thérapeutique dans la fonction publique. Pour mémoire, ce dispositif il a été renforcé en 2021. Il constitue aujourd'hui un levier essentiel de maintien dans l'emploi pour les agents dont l'état de santé est altéré. Il permet aussi une reprise progressive de l'activité tout en sécurisant les parcours professionnels, notamment pour les métiers exposés et les publics les plus vulnérables. Or, les orientations envisagées par le gouvernement traduisent une logique de restriction. Sous couvert de concertation, plusieurs mesures pourraient limiter l'accès au dispositif, introduire des contraintes supplémentaires et remettre en cause la portée des prescriptions médicales. L'instauration de délais contraints, la généralisation d'entretiens préalables ou encore la modification des règles de reconstitution des droits sont perçus comme autant de facteurs de pression et de fragilisation pour les agents concernés. Mais au-delà des aspects techniques, les organisations syndicales elles soulignent dans cet écrit un enjeu majeur d'égalité professionnelle. Les femmes, déjà surreprésentées dans les métiers pénibles et davantage concernées par les arrêts maladie, seraient particulièrement impactées par cette réforme. Dans un contexte où les négociations sur l'égalité femmes-hommes sont en cours, ce projet apparaît pour les partenaires sociaux en contradiction avec les engagements affichés en matière de santé au travail. Donc face à ces constats, l'ensemble des partenaires sociaux demandent le retrait du projet, estimant qu'aucune régression des droits liés à la santé des agents ne peut être acceptée. Ce débat, en fait, il ouvre une question centrale pour les employeurs publics qui est de savoir comment concilier continuité du service et protection effective de la santé des agents sans affaiblir les dispositifs existants. C'est un sujet stratégique. Derrière ce qui peut sembler être un ajustement technique se joue en réalité un équilibre fragile entre performance publique et responsabilité sociale. Selon moi, toute réforme du temps partiel thérapeutique devrait partir d'un principe simple, renforcer l'accompagnement des agents et non le restreindre. Sinon, le risque est clair. Plus d'absentisme long, plus de désengagement et au final, une perte pour tout le service public. Autre information intéressante, la pérennisation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires après la promulgation de la loi de finances pour 2026 au journal officiel du 20 février 2026. Donc la rupture conventionnelle, elle fait son entrée définitive dans le droit commun. Elle a été instaurée, je vous le rappelle, par la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Et elle avait été conçue, cette rupture conventionnelle, comme un dispositif expérimental destiné à moderniser la gestion des carrières et des mobilités dans la fonction publique. Donc introduite à titre expérimental en 2020, la rupture conventionnelle elle était applicable aux fonctionnaires jusqu'au 31 décembre 2025. Le bilan de l'expérimentation avait été jugé positif. Le législateur a choisi de l'inscrire durablement maintenant dans le droit commun de la fonction publique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fin d'année dernière, ce dispositif expérimental de la rupture conventionnelle, il avait pris fin jusqu'à, pour les fonctionnaires, l'adoption de la loi de finances, tandis que paradoxalement, pour les agents en CDI, donc il demeurait toujours applicable, le dispositif de la rupture conventionnelle. Donc, la rupture conventionnelle, maintenant, est un outil pérenne de gestion des ressources humaines. Elle permet, je vous rappelle, à un fonctionnaire et à son administration de convenir d'un commun accord de la cessation définitive des fonctions.
Cette procédure, elle demeure encadrée, formalisée, et garantissant la liberté de consentement des parties et la sécurité juridique de la décision. Le dispositif, il ouvre droit au versement d'une indemnité spécifique, ainsi qu'au bénéfice de l'assurance chômage, sous réserve du respect des conditions fixées par les textes. Il s'inscrit, le dispositif de la rupture conventionnelle, dans une logique de gestion individualisée des parcours, facilitant les projets de reconversion, de mobilité externe ou de réorientation professionnelle. Pour les employeurs territoriaux, cette pérennisation, elle appelle à une vigilance accrue, puisque la rupture conventionnelle ne peut devenir un substitut au droit disciplinaire, ni un simple levier d'ajustement budgétaire. Elle doit s'intégrer dans une stratégie globale de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en cohérence avec les besoins du service et les équilibres financiers de la collectivité. Les textes d'application sont annoncés, ils ne sont pas encore parus. Ils viendront préciser les modalités procédurales, notamment en matière de calcul de l'indemnité et de délai. Leur publication, donc qui n'a pas eu lieu au moment où cette vidéo est enregistrée, c'est-à-dire le 28 mars 2026, leur publication permettra d'harmoniser les pratiques et de sécuriser davantage les décisions prises par les exécutifs locaux. Sachez que une question qui peut se poser aux gestionnaires et qui est tranchée dans notre communauté RHFPT norh.com est de savoir si le dispositif de rupture conventionnelle qui a été donc pérennisé pour les fonctionnaires est bien applicable dès maintenant au regard de l'absence de publication des décrets d'application. Réponse dans notre e-communauté, et vous trouverez le lien d'accès à cette e-communauté dans le commentaire de la vidéo. Le mois de mars 2026 est peut-être aussi pour vous le début de l'instruction des process d'avancement au sein de vos structures, de vos collectivités, que ce soit la promotion interne ou l'avancement de grade. Et sur l'avancement de grade, je ne voulais pas passer sous silence ce qui concerne donc l'avancement de grade des catégories B pour la fonction publique territoriale, puisqu'il y a des dispositions que vous devez anticiper. Puisque la réforme de l'avancement de grade des fonctionnaires de catégorie B, elle entre pleinement en application pour les tableaux 2026 d'avancement de grade. Je vous rappelle à cet effet que c'est le décret numéro 2025-1098 du 19 novembre 2025 qui fait évoluer la logique historique de proportionnalité. Cette transformation modifie l'équilibre entre cadre réglementaire et marge d'appréciation des employeurs territoriaux. Et je vous rappelle que dans la communauté, donc, vous avez une vidéo qui vous explique de manière très concrète et opérationnelle ce que change réellement la réforme pour les collectivités territoriales, les conséquences sur les tableaux d'avancement 2026, les nouveaux enjeux de sécurisation juridique, les impacts sur la gestion des carrières et le dialogue social, ainsi que les points de vigilance à anticiper dès maintenant. Autre information à avoir en tête concernant le contrôle de légalité, puisqu'une circulaire publiée en ce début d'année a changé la donne en fait pour les collectivités territoriales. Elle vient redéfinir en profondeur l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. L'objectif affiché, c'est de renforcer la sécurité juridique, de moderniser les pratiques et de raffirmer le rôle clé du Conseil juridique de l'État auprès des élus locaux. Voilà. Donc parmi les points essentiels à retenir sur cette publication de circulaire, 4 priorités nationales ont été clairement identifiées. La première concerne la commande publique, domaine à haut risque contentieux et pénal. Seconde, l'urbanisme, au cœur des enjeux climatiques, fonciers et de logement. Troisième, et ça le point d'importance par rapport à la matière qui est la nôtre, la fonction publique territoriale, notamment sur les recrutements sensibles et les régimes indemnitaires. Et enfin, le contrôle sur le respect des principes de la République, avec une vigilance accrue sur la laïcité et la neutralité des services publics. Ces priorités, elles constituent dans la circulaire un socle commun national auquel s'ajoutent des priorités locales adaptées aux réalités de chaque territoire. Voilà, le message fort du document, c'est que le contrôle de légalité, il est indissociable d'une mission de conseil juridique, et les préfectures sont encouragées à accompagner les collectivités en amont, y compris via le dispositif de rescrit préfectoral, afin de prévenir les risques juridiques avant l'adoption des actes. C'est une stratégie de politique
local formalisé avec un pilotage renforcé. En fait, chaque préfet devra définir une stratégie locale de contrôle intégrant les priorités nationales et locales. Dans un autre domaine, il y a de nombreux fonctionnaires territoriaux, comme vous le savez, suite aux résultats des élections municipales, qui se retrouvent aujourd'hui avec un mandat local, maire, adjoint, conseiller municipal ou élu intercommunal. Et il y a une question de fond donc, qui revient souvent chez les professionnels RH, chez les agents concernés, c'est de savoir quelle position administrative adopter pour concilier mandat électif et emploi public. Alors il existe une brochure que vous pouvez télécharger dans la communauté qui rappelle en fait qu'il existe 4 grandes options juridiques. Chacune avait des conséquences très différentes sur la rémunération, la carrière et les droits sociaux. Vous trouverez dans la communauté l'essentiel à retenir, avec la possibilité de la situation la plus fréquente qui est de continuer à travailler tout en exerçant son mandat, soit la position administrative qui consiste à réduire son temps de travail, ou alors la troisième qui énonce de se consacrer totalement au mandat tout en conservant sa carrière, et enfin la possibilité de mettre sa carrière entre parenthèses. Le détail, je répète une nouvelle fois, dans l'e-communauté RHFPT, nourh.com. Dans les communautés, vous aurez également accès en matière de congés annuels non pris dans la fonction publique territoriale à une FAQ qui apporte des réponses très opérationnelles à une réforme encore mal comprise sur le terrain. Puisque depuis 2025, le cadre juridique est clarifié, harmonisé, directement opposable aux employeurs territoriaux. Cela concerne le report et l'indemnisation des congés annuels non pris qui ne relèvent plus du cas par cas ou de la tolérance locale. Voilà, l'essentiel à retenir sur ce point, c'est que lorsqu'un agent n'a pu prendre ses congés annuels pour des raisons indépendantes de sa volonté, le droit au report et parfois à l'indemnisation est désormais clairement reconnu. Il y a 2 grandes situations qui sont distinguées sur le report des congés. D'abord, en cas de congé pour raison de santé, le report il est possible dans la limite de 4 semaines avec un délai maximal de 15 mois pour les poser à compter de la reprise. Et en cas de congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le droit est plus favorable. L'intégralité des congés non pris peut être reportée dans ce même délai de 15 mois. Cette différence de traitement est essentielle à intégrer dans les pratiques RH pour sécuriser les décisions. Sur l'indemnisation, la réforme elle marque un tournant. Elle devient possible, l'indemnisation, lorsque l'agent n'a pas pu prendre ses congés avant la fin de la relation de travail. Là encore, la nature du congé est déterminante. Et pour des raisons de santé, l'indemnisation est plafonnée à 4 semaines. Pour les congés parentaux familiaux, tous les congés non pris peuvent être indemnisés. Une nouvelle fois, le détail dans notre e-communauté pour que vous soyez opérationnel sur ce point crucial qui mérite l'attention des responsables RH. Car même si certains textes d'application sont encore attendus par rapport aux dispositions que je viens de vous préciser, les droits des agents doivent d'ores et déjà être garantis, notamment à la lumière de la jurisprudence récente du Conseil d'État. Pour terminer cette vidéo, je souhaite évoquer une jurisprudence qui concerne nos collègues des SDIS et qui répond à la question suivante. Les sapeurs-pompiers peuvent-ils porter la barbe ? En effet, dans un récent jugement du tribunal administratif de Lyon, le juge a validé des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de sapeurs-pompiers qui avaient refusé de se conformer à une obligation de rasage. Le tribunal a notamment retenu que l'exigence d'étanchéité des appareils de protection respiratoire constitue une contrainte opérationnelle justifiant une restriction à la liberté d'apparence, dès lors que celle-ci est directement liée à la sécurité des agents et des interventions. Le juge a également considéré que la mesure était proportionnée dès lors qu'elle ne concernait que les situations opérationnelles nécessitant le port d'équipements de protection respiratoire. Cette décision, elle constitue un point d'appui particulièrement solide pour les employeurs publics. Elle confirme que les restrictions apportées à la liberté d'apparence sont juridiquement sécurisées lorsqu'elles reposent sur des éléments objectifs, démontrables et directement liés aux missions exercées. Voilà, ça fait à peu près 15 minutes que l'on était ensemble. Je vous remercie d'avoir supporté mon accent chantant du sud-ouest à l'écoute de cette vidéo.
J'espère que les informations qui ont été développées dans la vidéo vous ont plu, vous ont porté intérêt. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si ce format nouveau proposé par NoRH.com, des petites vidéos intitulées Buzz Info RHFPT, peut solliciter votre attention. N'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas non plus à prendre connaissance de l'existence de notre veille juridique proposée par le site nourh.com. Je rappelle que cette veille juridique, c'est une veille statutaire et juridique analytique RHFPT 24/7, c'est-à-dire que vous recevez les informations à tout moment de leur diffusion. Vous ne les recevez pas uniquement de manière brute, vous les refusez de manière commentée. Je joins également le lien en commentaire de la vidéo par rapport à cette possibilité. Et enfin, vous pouvez aussi donc rejoindre la communauté, l'e-communauté RHFPT, noRH.com, à partir du lien que je vous indique également en commentaire de vidéo. Merci beaucoup d'avoir été présent, découvrir, apprendre, partager et vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités d'une entraide RHFPT. C'est la mission première de noRH.com. À bientôt.